Ok, donc on se retrouve chez Alving aujourd'hui. On va tester un nouveau format un petit peu. On va prendre notre temps aujourd'hui pour parler un peu plus concrètement des choses. Ok, donc aujourd'hui on se retrouve avec Yannick et David. C'est ça. Donc Yannick et David, si tu veux, Yannick, tu peux te présenter s'il te plaît? Bon, bonjour. Salut. Ça va les gars? Yannick. Ça va En forme? Bien, merci. Tranquille. Ok, moi je me présente, c'est Yannick et je T'as suis quel âge? le nouveau, 31 ans. 31 ans? Ouais. Et en ce moment, je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est Bitcoin et tout ça. Ah ouais? T'as déjà un peu des connaissances ou Pas du tout. Ok, pas de connaissances? Pas du tout. D'accord. T'as sûrement déjà entendu quelques termes un peu. Ouais, un peu. Aujourd'hui, on va essayer de parler justement de ces termes qu'on a tous un peu entendus pour voir qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire concrètement, qu'est-ce qu'on peut s'imaginer avec ça. Ouais. Ok. Ensuite, David, s'il te plaît, tu peux te présenter. Alors dans mon cas, moi c'est David Lopez, j'habite au Luxembourg, j'ai 31 ans et j'ai travaillé. David, qui est notre community manager donc, C'est ça, chez Alving. c'est ça. Et voilà, entre autres, on gère un salon de tatouage ici à Luxembourg et je m'intéresse très très fortement au Bitcoin de plus en plus. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint l'équipe. Ok, donc on est là pour parler de choses concrètes aujourd'hui. C'est ça. Ok. Bah écoutez, on va commencer par la base déjà. Donc Bitcoin, c'est quoi? Bah, c'est un système de paiement, c'est une monnaie, c'est un réseau. En vrai, c'est un système de paiement peer-to-peer, c'est-à-dire de personne à personne, ok? C'est un système où on n'a pas vraiment besoin d'intermédiaire, d'accord? C'est-à-dire que aujourd'hui de nos jours, si tu veux faire un paiement sans intermédiaire, ben, tu dois payer en cash, tu vois? Par exemple, si tu vas acheter quelque chose en magasin, tu peux payer en liquide. Donc là, directement, tu payes le vendeur en liquide. Donc tu laisses pas de traces et tu n'as pas besoin de l'autorisation de quiconque pour dépenser ton argent, d'accord? Ça marche de nos jours que quand tu es physiquement l'un en face de l'autre, ok? Dans ce monde moderne où on a l'habitude d'acheter sur Amazon, sur Internet, etc., déjà ça devient problématique pour payer en cash. Donc tu dois passer par un intermédiaire, une banque, quelqu'un qui va te fournir un service de paiement. Okay. Et avec Bitcoin, donc, c'est un nouveau procédé qui est donc de personne à personne, ok? Et ça, partout dans le monde. Donc, tu peux t'imaginer faire un paiement à quelqu'un en Asie et tu vas lui envoyer l'argent directement à lui sans utiliser un service tierce. Tu vas directement utiliser le réseau. Et donc, voilà, on parle de système peer-to-peer, sans personne tierce, sans entité tierce, ok? Donc, Sans risque de contrepartie, quoi. sans risque de contrepartie, ouais, sans risque de contrepartie, ça voudrait dire quoi ça? Bah déjà, si on passe par une entité tierce, admettons que je veux te faire un virement, admettons que tu habites en Asie, je veux te faire un virement pour quoi que ce soit, on va pas parler maintenant de la nature de l'achat ou quoi que ce soit. En vrai, ce qui se passe, si je t'envoie de l'argent, c'est que je vais contacter ma banque et je vais lui dire « Écoutez, s'il vous plaît, la banque, est-ce que vous pouvez bien envoyer cette somme à David en Asie ?» Et si tout se passe bien, en général, c'est quand les choses se passent bien, qu'il n'y a pas de friction ou quoi que ce soit, ou de conflit, tout se passe bien. Donc la banque va dire « Effectivement, je vais envoyer votre argent à David, ça va durer quelques jours parce que l'argent doit transiter, donc admettons de la banque luxembourgeoise vers la banque en Asie, etc. Donc il y a un certain délai, mais la banque va donc te laisser utiliser leur service pour faire ce virement. Mais on peut par exemple aussi parler de pays qui sont un peu plus autoritaires, où là il y a des gouvernements autoritaires, tu vois. Où là il y aurait plutôt des problèmes pour faire des paiements et payer vers l'extérieur. Donc là, on pourrait parler de quoi? La Russie actuellement. Ouais, la Russie actuellement, par exemple. Comme il y a en ce moment un conflit avec la Russie, il y a certaines mesures qui sont appliquées, type embargo. Donc on peut bien s'imaginer quand tu vas demander à ta banque de faire un paiement vers la Russie, que là ça pourrait devenir un peu plus problématique, tu vois. Pour te dire, écoutez, c'est peut-être un destinataire louche, on va pas pouvoir procéder au paiement ou des choses comme ça. Donc là, tu es déjà limité dans les situations un peu plus spéciales, tu vois, où il y a des conflits, des choses comme ça. Tandis qu'avec Bitcoin, donc tu passerais directement, le paiement passe direct, aucun moyen de censure. Donc on parle de Bitcoin que c'est un système résistant à la censure. C'est justement dans ces cas-là. Vas-y, dis-moi, je vois que tu... Ouais, par rapport au fait, sur le fait que vous parlez de la Russie un peu, ouais. Et avec le système SWIFT, ouais. Surtout qui est beaucoup contrôlé et tout ça, je voulais rebondir sur ça en fait, par rapport au Bitcoin. Et c'est un contournement en fait de ce système, et surtout de tout ce qui est contrôle. Ouais. Exactement, tu as dit le système SWIFT, là, on en parle en ce moment dans les news. Parce qu'en ce moment, il y a justement le BRICS. Donc, le BRICS, c'est cette nouvelle alliance, on va dire, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud,
qui justement ils sont en train d'essayer de contourner le système SWIFT. Parce que le système SWIFT est un peu, on va dire, dans les mains quand même de l'Ouest des Américains. Et ils utilisaient vraiment à chaque fois ce système pour instaurer des mesures restrictives, des mesures un peu punitives par le système SWIFT. Exactement. Donc ils arrivaient à projeter un certain pouvoir sur la Russie en leur disant, bah, écoutez, vu que c'est nous qui contrôlons ce système, on va vous empêcher maintenant de dépenser votre argent dans certains cas où on va empêcher les flux d'argent de se déplacer vers chez vous, etc. Bah oui, si tu as quelqu'un qui contrôle un système de paiement, bah, ils en font ce qu'ils veulent. Ouais. Et là, vu qu'il y avait un certain conflit avec la Russie, les Américains, en fait, ils ont un peu, on dit toujours, en Amérique, ils disent qu'ils ont weaponized the SWIFT system. Ils ont vraiment utilisé le système SWIFT comme une arme pour faire leur politique et pour essayer de garder leur hégémonie, quoi, sur ça et de créer une certaine pression sur ces pays, justement, par ce système-là. En ce moment, le BRICS, il est en train d'essayer de se détacher du système SWIFT pour justement ne plus avoir à subir ces mesures restrictives, quoi. Donc, effectivement, le Bitcoin serait un moyen intéressant pour contourner le système SWIFT et pour que ces pays-là puissent marchander normalement et ainsi de suite, quoi. Ne pas avoir à passer par ce système SWIFT qui est restrictif. D'accord. Par exemple, comme moi, qui s'y connais pas du tout en grand chose, tu vois. Genre là, tu m'expliques un peu les bitcoins et tout ça. Ouais. C'est bon, l'idée un peu. Mais ça vient d'où, en fait, déjà? En fait, en 2008, il y a un certain Satoshi Nakamoto, donc, qui s'est manifesté sur des forums de cryptographie, en fait. La cryptographie, c'était vraiment un domaine qui était comment dire, c'est vraiment un domaine utilisé par les fanas de mathématiques, tu vois, mathématiques, informatique, tu vois. Donc la cryptographie, c'est toutes ces protocoles informatiques qui permettent de sécuriser, codifier les données, etc. Tu vas transmettre des messages un peu codifiés, structurés, sécurisés, etc. Et donc, en 2008, il y a ce certain Satoshi Nakamoto, donc on ne sait pas encore qui c'est. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas du tout qui c'est, si c'est une personne, si c'est un groupement, si c'est une nation. Ah ouais, carrément. On ne sait pas. Tu vois, et la personne existe et il n'y a personne qui sait... C'est un pseudonyme, Satoshi Nakamoto, d'accord, qui était donc sur ces forums. Et donc voilà, en 2008, il a présenté donc sa solution. Lui, il a développé une solution informatique donc à ce problème des généraux byzantins. En fait, c'est peut-être pas important maintenant, mais en fait, il a réussi en fait à créer un système de cash électronique qui te permet d'envoyer de l'argent peer-to-peer. Donc, il a présenté ça en 2009 en sortant ce fameux white paper Bitcoin. Donc, en vrai, c'est le premier document qui expliquait en fait Bitcoin. Et ça s'est développé comme ça, c'est sorti comme ça en fait, tu vois. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui c'est Satoshi Nakamoto. Bitcoin existe encore jusqu'à aujourd'hui. Donc il a présenté cette solution. Après, il y a plein de choses à dire autour de Bitcoin pour vraiment qu'on puisse savoir comment que ça marche, comment que ça fonctionne. On va en parler si tu veux. Ouais, ça m'intéresse. Ouais, donc voilà, Satoshi Nakamoto a inventé Bitcoin. Et on ne sait pas qui c'est. Okay, et c'est en fait, c'est pas important aujourd'hui. C'est pas important de savoir qui est Satoshi Nakamoto parce qu'en fait, Bitcoin est open source. Une technologie open source, c'est-à-dire c'est une technologie que tu peux regarder dans le code et tu peux, si tu sais coder, bien sûr, et que tu sais interpréter ça, tu peux vraiment voir tout le code et remarquer qu'il n'y a pas de piège dedans, il n'y a pas une arnaque ou quoi que ce soit. C'est vraiment transparent, le code, c'est open source, donc il y a déjà des milliers de gens qui ont jeté un œil dedans. C'est aussi une technologie qui est toujours en cours de développement, qui est continuellement améliorée, d'accord? Donc en 2009, Satoshi a sorti le Bitcoin. Il faut que tu t'imagines ça comme un programme informatique, ok? Donc c'est un programme informatique open source, donc tu peux ouvrir le code, et qui est au fur et à mesure adapté selon les besoins de la communauté autour ou selon un peu la vision de ce qu'on pourrait en faire. Ce que moi, perso, je trouve intéressant, c'est que au contraire, d'autres altcoins, par exemple, sont gérés par des entreprises. Tu vois ce que je veux dire? Sont gérés par un groupe de personnes, un groupe d'actionnaires, que si eux, ils voudraient faire une levée de fonds, par exemple, c'est une possibilité.
Dans le Bitcoin, c'est différent. C'est vraiment une démocratie par rapport à chaque utilisateur qu'il a. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre Internet, tu vois. Internet, tu peux pas modifier comme ça ou... On parle d'un système décentralisé, ok? Bon, si vous voulez, on va passer un peu sur les différents points qui constituent Bitcoin. Donc, Bitcoin, c'est donc une monnaie informatique qui est limitée à 21 millions de pièces. D'accord? Il y aura 21 millions de Bitcoin au maximum, pour toujours. On ne pourra jamais changer ça. Jamais comme l'argent, on imprime, allez, vas-y. Voilà. Ça, on va pouvoir en parler plus concrètement aussi. Okay. Ça, tu ne pourras pas changer. Donc Bitcoin, c'est un réseau que tout le monde peut rejoindre aussi. C'est-à-dire que si toi, tu décides de rejoindre ce réseau pour le fortifier, tu peux le faire. Simplement en devenant ou en créant un nœud ou une node Bitcoin, tu vois, tu as juste en fait, avec ton ordinateur, tu télécharges toute la blockchain. Donc, qu'est-ce que c'est la blockchain? La blockchain, en fait, c'est ce grand livre de comptabilité de Bitcoin, ok? À chaque fois qu'il y a une transaction qui a lieu, donc elle est notée dans la blockchain. Et dès qu'elle est notée dans la blockchain, tu ne pourras plus la modifier, ok? On parle d'immuabilité. Dès que les transactions sont créées dans les blocs, tu ne pourras plus les changer. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important, qu'on ne peut plus revenir en arrière sur quelque chose qui a été fait. Okay. Type, les banques qui te font un virement, qui au dernier moment, ils font « Ah non, non, on s'est trompé ou quoi que ce soit, hop, ils reprennent l'argent ou ils annulent un virement, etc. » Ce qui n'a pas lieu chez Bitcoin. Donc ça se passe comment? En fait, n'importe qui peut rejoindre le réseau de mining, tu vois. Donc toutes les pièces de Bitcoin ou les coins sont créées par un procédé qui est appelé le mining. C'est-à-dire que on avait fait une vidéo récemment, il n'y a pas très longtemps sur ça, qui expliquait ça. Donc, je vais essayer d'imager pour que tu comprennes. Donc, c'est un grand réseau que tout le monde peut rejoindre. Et quand tu rejoins ce réseau-là, tu peux décider de participer à cette création de Bitcoin. Tu peux participer à faire en sorte que les transactions aient lieu et tu peux participer à la sécurité du réseau. Donc, par le mining. Qu'est-ce que c'est le mining? C'est comme une course d'ordinateur, comme ça. Donc, tu t'imagines que le réseau central va choisir un certain chiffre et admettons que moi j'ai un ordinateur, lui il a un ordinateur, on est connecté, donc on veut faire du mining, donc on va essayer de deviner ce chiffre, ok? Et par rapport à la puissance d'ordinateur que tu as, ton ordinateur va commencer à balancer des solutions à ce réseau-là, jusqu'à ce qu'il va trouver le bon chiffre, ok? La personne qui trouve le bon chiffre a gagné la course. Et quand tu gagnes la course, tu as le droit de créer un bloc. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce bloc-là? On avait dit que la blockchain, c'était un grand livre de comptabilité. Et un bloc représente, tu peux imager ça comme une page de ce livre de comptabilité. Donc, imaginons que maintenant on fait quelques transactions. David m'envoie un Bitcoin, moi je t'envoie un Bitcoin à toi. Donc là, il y a déjà eu 2 transactions qui ont eu lieu. David envoie un Bitcoin à Julien. Okay, ça, c'est la première transaction. Deuxième transaction, Julien envoie un Bitcoin à Yannick. Okay, deuxième transaction. Et bien, ces 2 transactions-là vont être encapsulées dans un bloc. Pac. Donc, il y aura dans ce bloc, David envoie un Bitcoin à Julien, Julien envoie un Bitcoin à Yannick. Et une fois que ça, c'est dans ce bloc-là, ça restera à jamais. OK? Dans ce bloc-là, il y a toutes les transactions qui ont été faites ces 10 dernières minutes, en fait. Exactement. Donc, le bloc qui se ferme, tous les blocs qui sont restés en attente, parce que par exemple, si tu m'envoies un Bitcoin, ça peut durer jusqu'à maximum 10 minutes pour que ça arrive dans mon compte. Et durant ce temps des 10 minutes, c'est le temps que le bloc se forme et il y aura toutes les transactions de ces 10 dernières minutes. Voilà. Et ensuite, on repart de nouveau vers un nouveau bloc. Okay. Pour que tu puisses imaginer. Ok, tu arrives un peu à suivre. Donc, un bloc, c'est toutes les transactions qui ont eu lieu, les 10 dernières minutes. Ok. Tout le monde peut voir ça. Tout le monde peut voir ça, c'est transparent. Mais quand vous dites tout le monde, c'est tous les gens qui sont dans le système Bitcoin, quoi. Ma petite sœur peut aller voir. Ouais, tout le monde qui est dans le système Bitcoin, mais aussi des gens qui ne sont pas dans le système Bitcoin. Qui ne sont pas du tout. C'est un peu comme un explorateur. Tu te rappelles les explorateurs Windows? Ouais. Que tu cliquais, tu avais le disque dur à gauche, etc. C'est un peu un truc comme ça, sauf que c'est un explorateur de blocs. Okay. Et tu peux aller voir dans chaque bloc quelles transactions ont eu lieu. D'accord. Mais sur quoi je vais, genre là, tu me dis, ouais, sur tout le monde peut voir sur, genre, je sais pas, je vais sur mon ordi et tout, je vais voir les transactions, je vais où? C'est un site, c'est un explorateur de blocs. Ah, ok. Et ça s'appelle comment? Bah ça, il y en a plein, on pourra voir, tu vois, t'as des explorateurs de blocs, on pourra voir un peu
peu plus précisément tout à l'heure. Mais donc voilà, juste pour que les gens, pour savoir cette idée-là, que c'est transparent, tout le monde peut consulter les blocs. D'accord. Un bloc, c'est donc 10 minutes. 10 minutes. Ok. Les dernières transactions qui ont eu lieu, c'est 10 minutes. Et donc, la blockchain, c'est donc plein de blocs qui sont enchaînés un derrière l'autre. Et en fait, c'est 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Ouais. Et tu peux en fait remonter le temps jusqu'au premier bloc qui a été créé par Satoshi Nakamoto en 2009. D'accord ? Ok. Voilà. Donc, toutes les transactions sont là, transparentes dedans, tu peux les consulter. Et donc, ce procédé de minage, tu vois, ces ordinateurs qui vont faire cette course, et celui qui gagne cette course a le droit de créer le bloc, a le droit d'encapsuler les transactions qui ont eu lieu dans un bloc. Et pour ce travail qu'il fait là, l'utilisateur, il est récompensé, il est payé. Et en fait, il est payé en ce moment 6,25 bitcoins. Ça veut dire tous les 10 minutes, en ce moment, un bloc est créé avec toutes les transactions. Et toutes les 10 minutes, quelqu'un dans le monde reçoit 6,25 bitcoins. C'est énorme. D'accord ? Mais genre, là, tu me dis que c'est des gars qui sont chez eux et qui font que ça. Oui, à une certaine époque, c'était des gars qui étaient chez eux, tu vois, un petit utilisateur. Maintenant, le réseau, il est tellement puissant. Donc, je dois dire une info supplémentaire pour... je dis, le réseau est très puissant. Et je t'ai dit que par rapport à la puissance de calcul, donc les ordinateurs balancent des chiffres jusqu'à trouver le bon. Donc si tu as plus de puissance de calcul, tu vas pouvoir balancer des chiffres plus rapidement. Mais en fait, il y a une relation entre la puissance de calcul et la difficulté du chiffre à deviner. De façon à ce que ce jeu ou cette course dure approximativement 10 minutes. Ok ? Donc imaginons que maintenant, il y a un super ordinateur qui arrive, qui a blindé de puissance et qui pourrait deviner ce chiffre-là en genre 20 secondes, et ben, le réseau va s'adapter et il va proposer des chiffres plus durs pour que ça dure à chaque fois 10 minutes, cette relation, d'accord ? Donc, s'il y a moins de puissance sur les réseaux, admettons qu'il y a des gens qui disent « Oh ben moi je veux plus miner », ils éteignent leur machine, la puissance de calcul du réseau descend, et ben la difficulté descend aussi, de façon à ce que ça dure 10 minutes à trouver ce bon chiffre pour créer le bloc. D'accord ? Pour répondre à sa question, il y en a qui ont des entrepôts énormes, des salles énormes, avec, comment on appelle déjà les ordinateurs ? Mining assets. Ouais, en fait, exactement. À l'époque, tu pouvais miner avec un ordinateur tout simple à la maison. Ta tour, ton écran, tu pouvais lancer ton processeur à faire des calculs, après les cartes graphiques ont utilisé pour faire des calculs. Aujourd'hui, il y a des machines spécifiques qui sont vraiment construites pour ne faire que ce type de calcul dans le monde Bitcoin. Enfin, on parle de hashing. En fait, ça c'est technique et c'est compliqué, c'est pas important pour nous maintenant. On va simplement parler de chiffres à atteindre. Et ben ces machines-là, elles sont vraiment spécifiées pour faire ce travail-là, de balancer des chiffres. Et donc voilà, il y a tellement de puissance de calcul dans le réseau en ce moment que la difficulté, elle est très haute, de façon à ce que ça ne suffit plus d'avoir un ordinateur à la maison. Maintenant, pour avoir de bonnes chances de pouvoir créer les blocs, il faut avoir toute une flopée de machines. Plus tu en as, plus la probabilité sera grande que toi tu puisses créer les blocs et que tu puisses bien sûr empocher donc la récompense de blocs. Et en fait, actuellement là, on parle de Bitcoin et tout pour quelqu'un comme moi qui s'y connaît pas du tout, qui n'en a pas du tout. Ouais. Si moi je voulais me mettre dans le réseau maintenant, Ouais. pour acheter un Bitcoin, genre ça coûte combien actuellement? Ben, en ce moment, le prix il est à quoi? En ce moment, on est à 40. Très légèrement en dessous de 40 000 euros. Ouais. 40 000 euros. 40 000 euros. Mais tu n'es pas obligé d'en acheter un complet. Hein. Ok. Tu peux très bien acheter Bitcoin pour 1 euro. Ah, il y a des sous-unités. Bon, des sous-unités. Ouais, il y a les quoi. sous-unités. Ouais, je vois que tu es au courant déjà. Tu voulais me mener à ça déjà. Ouais, il y a des sous-unités. Ouais. Donc, un Bitcoin, c'est 100 millions de Satoshi. Comme 1 euro, c'est 100 centimes, et ben un Bitcoin, c'est 100 millions de Satoshi. Ça, ils lui ont donné le nom du créateur de Bitcoin Ouais. à l'unité la plus petite. Il y a 100 millions de Satoshi. Mais ce qui est important à savoir, c'est que tu n'es pas obligé d'en acheter un entier de Bitcoin. Tu peux très bien acheter un Satoshi. Et un Satoshi, c'est beaucoup moins d'1 euro. Tu vois, tu peux en acheter pour 1 euro, pour 5, pour 10, pour 100, pour 500, etc. C'est à toi de dire combien tu veux en acheter. Donc, après, pour en acheter, c'est simplement télécharger une app, s'inscrire,
et tu peux très bien faire un virement avec une carte bancaire et tu reçois tes bitcoins, tu vois. C'est quoi les applications Là, il y en a plusieurs, aussi, qu'on ok. pourra aussi voir. Tout à l'heure, je t'ai demandé qu'est-ce que tu avais comme téléphone, si tu avais un Android ou un Apple. Ouais. Si tu avais un Android, je t'aurais directement recommandé Relay. Donc, c'est une entreprise suisse qui est sympa parce que tu télécharges l'application et tu peux en acheter directement sans t'inscrire, sans donner tes données. Donc, c'est assez rapide, tu vois. Il n'y a pas encore l'application d'Apple, mais ils vont bientôt avoir leur licence. Là, ils y travaillent. Apparemment, en 2024, l'application Apple va sortir. D'accord. Donc maintenant, si tu as un téléphone Apple, il faudra passer par une autre plateforme. Il y en a plein, hein, et il y en a tout plein qui sortent. C'est tellement un domaine qui est émergent, c'est un nouveau domaine qu'en ce moment, il y a tout plein d'entreprises qui se consacrent à ça. Ouais. Moi, ce que j'utilisais souvent à l'époque, c'était Binance, tu vois. Ouais. Donc là, tu t'inscris. Pareil, là, c'est juste que tu vas envoyer ta carte d'identité. Tu vas créer un compte, comme si tu créais un compte dans une banque, tu vois. Donc là aussi, il y a des choses à dire. En fait, c'est que une plateforme comme ça, admettons Binance. Là, on parlait de Binance, donc cette plateforme Binance où tu peux acheter des bitcoins. Quand tu crées un compte sur cette plateforme et que tu vas acheter des bitcoins, en fait, tu n'es pas vraiment en possession des bitcoins. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un proverbe dans la culture bitcoin, c'est « Not your keys, not your coins ». Si ce n'est pas tes clés, ce n'est pas tes pièces, d'accord? C'est quoi cette histoire de clés? En fait, pour être vraiment propriétaire de bitcoin, il faut être propriétaire de la clé privée. La clé privée, en fait, tu dois t'imaginer ça comme une boîte postale, ok? Imagine-toi une boîte postale. Cette boîte postale, en fait, ça va être, tu sais, comme quand tu as l'adresse Luxembourg, rue de je sais pas quoi, ok? Ça, c'est cette adresse, ou même une adresse mail, tu vois? Dans le monde de Bitcoin, tu as une wallet adresse, une adresse de portefeuille, okay, qui est dénommée en mode alphanumérique, c'est-à-dire X, 5, 6, tu vois, c'est un mélange de chiffres et de lettres. Ça veut rien dire, mais c'est simplement une suite de lettres et de chiffres qui est en fait une adresse de wallet. À cette adresse-là, je peux t'envoyer des pièces, d'accord ? Et pour pouvoir utiliser les pièces qui sont dans cette adresse-là, tu as besoin de la clé privée. C'est comme si tu avais une boîte aux lettres donc avec l'adresse où des gens pouvaient t'envoyer des lettres. Mais toi, pour utiliser ces pièces, il faut que tu aies la clé pour ouvrir la boîte aux lettres et déplacer donc, les lettres ou les pièces qu'il y a dans les boîtes aux lettres. Donc, si tu n'es pas propriétaire de cette clé privée, tu n'es pas vraiment propriétaire des pièces. Quand tu achètes des bitcoins sur Binance, eh ben, ces pièces sont affichées sur ton compte, mais en vrai, c'est Binance qui a cette clé privée. Okay. Toi, tu n'as pas la clé privée. La clé privée, elle prend forme de 12 mots. C'est-à-dire, c'est 12 mots que tu as. Tu reçois 12 mots, genre, je dis n'importe quoi, table, vélo, piscine, ascenseur, etc. 12 mots. C'est une façon simple pour l'humain de pouvoir retenir 12 mots. En fait, ces 12 mots-là, après, sont codifiés, etc. Et c'est à nouveau tout un truc cryptique, cryptographique, mais ces 12 mots-là, en fait, c'est ta clé privée. Si tu as la clé privée, les pièces sont à toi. Dans le cas de Binance, tu n'as pas la clé privée. Donc, les pièces sont à Binance. Et c'est la même chose que le système bancaire. C'est-à-dire que si tu veux déplacer les pièces qui sont plus ou moins à toi, mais qui sont en leurs mains, tu vas faire « S'il vous plaît, Binance, est-ce que je peux envoyer un Bitcoin à cette adresse-là » Et Binance va décider « Oui, hop ». Ils envoient ou ils n'envoient pas. Si maintenant tu utilises Relay, l'app que j'ai parlé tout à l'heure d'Android, là c'est une app qui te permet d'acheter Bitcoin et qui en plus te donne la clé privée. C'est-à-dire que tu achètes des Bitcoins chez eux et en plus tu as la clé privée, donc tu es maître de tes pièces. Mais là, ce que tu me dis là, c'est par rapport juste au problème de Apple ou Android. Ça c'est juste une question d'autorisation du point de vue légal. Ok, mais moi je veux tout qui m'appartient. Exact. J'ai pas envie de... Si je me mets dans ça, s'il y a une idéologie derrière, tu vois, que j'ai envie de sortir de ça, en fait, de passer à autre chose, quelque chose que je vois qui me convient, tu vois. Et j'ai pas envie, par exemple, là, j'ai mon argent à la banque et tout. Voilà, si je dois faire mes transactions, je dois passer par la banque, demander qu'ils me refusent ou pas. Et moi, je veux passer au Bitcoin pour être plus libre, tu vois. Donc, vas-y, dis-moi. C'est plus simple que ce qu'on croit.
Basiquement, Binance ou d'autres, crypto.com, etc., c'est d'autres plateformes, des exchanges, comme on appelle ça. C'est vraiment pour l'acquérir, pour l'acheter. C'est une possibilité, c'est une façon facile de l'acheter. Mais ensuite, tu fais juste un virement. Tu achètes un cold wallet, c'est genre un petit stick USB, tu vois. Et tu l'achètes 60-70 € qui a son adresse du wallet, justement. Tu fais un transfert. Et à partir du moment où tu as l'argent dans ton petit truc là, ils sont à toi. Tu as tes 12 mots. Voilà. Tu vois. Et même si tu perds ton truc là, c'est pas grave. Tu recommandes un nouveau, tu reformes un tout. Tant que tu as les 12 mots, tu es roi de tes bitcoins. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on parle de cold wallets. Donc, c'est portefeuille froid. Qui est en fait rien d'autre qu'une façon d'être en possession des 12 mots, donc de cette clé privée. Donc, admettons, on va faire maintenant step by step. Tu vas sur Binance, tu t'inscris, tu achètes maintenant un Bitcoin. Okay. Et comme on a dit, donc c'est en vrai Binance qui est propriétaire de ce Bitcoin. Toi, tu as ton compte chez Binance, il te laisse l'utiliser et il te laisse l'envoyer à gauche, à droite. Donc, tu achètes ton Bitcoin chez Binance et après tu te dis, ok, comme tu viens de dire, c'est moi qui le veux, c'est moi qui veux être propriétaire de ce Bitcoin. Donc, tu te l'envoies à une autre adresse où là, tu es en possession des 12 clés, des 12 mots, okay, de cette clé privée. Ça peut prendre la forme d'un cold wallet, hein, de ces sticks un peu USB. Ça peut prendre la forme d'un paper wallet, simplement un code que tu génères sur la blockchain où tu auras à nouveau la clé privée sous forme d'un code QR. Ça prend plusieurs formes, mais là on va prendre simplement l'exemple du cold wallet. Les gens ils ont déjà entendu parler probablement de Ledger ou de Trésor, etc. Donc c'est plein d'entreprises ou de marques qui créent des cold wallets. Donc ce stick USB là, c'est simplement une carte mémoire qui garde tes 12 mots. Tes bitcoins, en vrai, ils sont dans les 12 mots. Si tu arrives à retenir tes 12 mots dans ta tête, c'est comme si tu avais tes bitcoins dans ta tête. Okay? Et ce stick, c'est simplement une carte mémoire. Admettons que tu vas faire une transaction, donc tu as quand même toujours à chaque fois une interface, par exemple, on va dire sur ton téléphone pour déplacer tes bitcoins. Donc, admettons que tu as tes bitcoins sur ton adresse Ledger, donc qui est cette marque de créateur de cold wallet, et que tu veux envoyer tes bitcoins. Donc dès que tu vas vouloir envoyer tes bitcoins, l'app elle va te demander, ok, pour envoyer les bitcoins j'ai besoin de cette clé, on va devoir ouvrir cette boîte aux lettres pour les sortir et les envoyer. Est-ce que vous êtes en possession de cette clé? Et ce stick là, en appuyant dessus, tu vas simplement dire au réseau, tu vas simplement lui montrer les 12 mots, comme ça, ouais c'est moi qui ai les 12 mots, ok c'est bon, et les bitcoins partent. Il faut avoir un peu de l'imagination justement pour garder ces 12 mots. Si tu les gardes que en tête, comme il a dit, une soirée bien arrosée, une mauvaise chute, etc. Un accident, perte de mémoire. Okay. Fini. Donc, justement, comme ces 12 mots, donc cette clé privée, c'est un truc un peu quantique, c'est cette clé pour ouvrir cette boîte aux lettres, mais c'est aussi les bitcoins qui sont dedans. On reprend la responsabilité de nos finances d'une certaine manière. C'est-à-dire dans le monde financier qu'on connaît, on dépendait toujours d'une entité tierce, ok? Tu voulais payer, tu voulais déplacer ton argent, s'il vous plaît la banque, est-ce que je peux bien disposer de mon argent? Oui ou non? Là, on reprend la responsabilité des finances, c'est-à-dire que on a Bitcoin, on est propriétaire des 12 mots, on a besoin de l'autorisation de personne pour déplacer nos fonds, mais si je perds mes 12 mots, eh ben je perds mes fonds à tout jamais. Et ça, c'est déjà arrivé plein de fois. Il y a environ 4 millions de bitcoins qui ont disparu à tout jamais. Et de l'argent, ça disparaît, on en imprime, on le retrouve n'importe comment. Ouais. Okay? Mais là, ces 4 millions de bitcoins là, qui sont disparus, il n'y a pas moyen de les récupérer. Non. C'est fini. À part il y a des histoires, un peu des anecdotes où il y a des gens qui ont miné avec leur ordinateur il y a des années en arrière et qu'ils avaient des centaines de bitcoins dans leur ordinateur, parce que justement ils avaient cette clé privée dans l'ordinateur, etc. Comme ce stick, tu sais, qui sauvegarde tes 12 mots. Et bien là, ils avaient les 12 mots sur les disques durs. Et ils ont oublié Bitcoin, les années ont passé, ils se retrouvent en 2023, ils voient, oh putain, Bitcoin ça vaut pas mal aujourd'hui, mais moi il y a 10 ans j'ai miné, il faut que je retrouve mon ordinateur. Il y a toutes des anecdotes où des gens ils sont lancés à la recherche d'ordinateurs qui ont disparu, qui ont dépensé de l'argent à gogo pour retrouver les ordinateurs. Mais effectivement, si tu perds les 12 mots, tes fonds sont perdus. Okay? Donc il y a environ 4 millions de bitcoins qui ont disparu à tout jamais. Mais ça, je trouve que c'est pas bien aussi pour ce plateforme en fait, parce que vu que tu me dis que c'est limité, ouais. Et il y en a déjà 4 millions qui ne sont plus là,
Exact. Du coup, c'est très bien que tu me dises ça, parce que justement, en fait, il y a deux caractéristiques qui font de Bitcoin quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire qu'il est absolument limité à 21 millions, ok, donc on ne pourra pas en créer de plus, mais en même temps, il est infiniment divisible. C'est-à-dire qu'en vrai, s'il n'y avait plus qu'un Bitcoin pour toute la planète, ça suffirait. Ouais. Parce qu'il est infiniment divisible. D'accord, je vois ce que tu veux dire. C'est comme si tu as une pizza et que tu peux la couper en petits morceaux infiniment divisibles, que tout le monde ait une mini part. Ok. D'accord. Même les Satoshi qu'on a dit, tu vois, genre un Bitcoin égale 100 millions de Satoshi, même ceux-là, ils sont encore une fois divisibles s'il le faut. Si un jour, dans un futur, imagine-toi que un Satoshi, c'est déjà trop pour acheter ton café, tu vois, tu peux pas avoir un demi-Satoshi, bah si, ce sera de nouveau alors 100 millions de mini-Satoshi pour avoir un Satoshi, et ça, sans limite, tu vois. On peut s'imaginer ça comme ça, tu vois, qu'on ait des mini Satoshi, des micro Satoshi, des nano Satoshi, etc. Infiniment divisibles, d'accord? Donc on a ces 21 millions dont tu ne pourras pas augmenter la quantité. Et de l'autre côté, tu as infiniment divisible. Donc c'est un peu deux caractéristiques qui, tu vois, voilà, mais qui font que c'est quelque chose un peu de exceptionnel. Et moi je trouve que c'est justement le contraire, parce que toi tu as dit peut-être c'est pas bien s'ils disparaissent à jamais. En fait c'est le contraire, parce qu'en fait, vu qu'en principe, il n'y en a que 21 millions, bah en fait non, parce que 4 sont déjà disparus. Ça veut dire que c'est encore plus rare que 21 millions. Et ça continuera toujours à être plus rare. Parce qu'il y aura toujours un idiot ou un autre qui va perdre ses bitcoins. Tu vois. En fait, les bitcoins qui sont perdus, c'est comme si tu faisais un don à tous les gens qui ont bitcoin. C'est ça. Vu qu'ils disparaissent, c'est comme si tu en détruis. Donc tu baisses encore ce seuil de 21 millions, tu vois. Donc tu le rends encore plus rare. Ouais. C'est comme si tu faisais un don. Et pour ce qui est niveau sécurité, moi j'ai ma carte bancaire ou ma carte Visa que je pourrais perdre comme ça, mon portefeuille, quelqu'un ramasse et puis il paye tout ce qu'il veut avec ma carte Visa et tout. Ouais. Mais avec les bitcoins, ça va être sécurité, tout ce qui est cyber hacking, etc. et tout ça. Là. Ouais. Bah, là, il y a plusieurs choses à dire. Donc, Bitcoin n'a jamais été hacké. On entend des histoires de ils ont hacké, ils ont volé autant de Bitcoin, blablabla. C'est pas vraiment Bitcoin qui a été hacké, c'est les plateformes type Binance. C'est pas Binance qui a été hacké, mais il y a eu des histoires dans l'histoire, genre Mt. Gox, il avait été hacké à l'époque. C'est-à-dire c'est ces plateformes qui ne sont rien d'autre que des banques un peu exotiques, parce qu'ils vendent des crypto-monnaies, etc. Mais c'est des plateformes qui sont centralisées. C'est des programmes informatiques, c'est une plateforme avec son réseau informatique qui est sécurisé comme tous les réseaux informatiques, pas comme Bitcoin, parce qu'on va en parler de Bitcoin, mais donc voilà, c'est la plateforme qui a été hackée, et parce qu'ils ont hacké la plateforme, ils avaient tout d'un coup accès aux 12 clés, aux 12 mots de toute la plateforme, tu vois, et ils ont su ainsi voler des fonds, etc. Mais hacker Bitcoin, c'est pas possible, parce que, je vais t'expliquer pourquoi. Et là, il faut revenir dans ce principe de minage, etc. N'importe qui peut rejoindre le réseau. C'est-à-dire que si toi, tu décides, ok, moi je veux participer à la sécurité du réseau, je veux participer à la validation de transactions, etc. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de télécharger la blockchain. Donc la blockchain, ce livre de comptabilité. Donc qu'est-ce que tu vas faire? C'est télécharger toute la blockchain. Donc tu auras tout le contenu de ce livre de comptabilité. Comme toutes les personnes sur le réseau. Dès qu'un bloc est créé, clac, tout le monde sur le réseau reçoit une mise à jour. Ok, il y a un bloc de plus. Tac. C'est-à-dire que ça ne suffit pas d'aller hacker une personne. Il faudrait théoriquement hacker toute la planète pour aller modifier les contenus de la blockchain chez tout le monde pour pouvoir faire un peu une fraude. Là, on parlerait vraiment d'une attaque d'un réseau, une attaque 51%, etc. En vrai, il y a tellement de puissance de calcul, et il y a tellement de personnes dans ce réseau qui ont tout le contenu de la blockchain et qui sont en train de vérifier les transactions, etc., que c'est en fait, c'est aujourd'hui physiquement impossible de hacker la blockchain, en fait. Aujourd'hui, Bitcoin est un des réseaux les plus puissants informatiquement, qui consomme encore plus d'énergie que même genre la Navy américaine. Okay. Donc c'est vraiment un réseau très très puissant, et plus ce réseau devient puissant, plus il est sécurisé. Et aujourd'hui on dit qu'on a atteint une puissance qu'il
on peut plus stopper, on peut plus hacker Bitcoin. Maintenant, je te vois réfléchir, je te dis ouais, mais avec les ordinateurs quantiques, etc., qui sont en développement, etc. Là, il y a déjà des solutions aussi. Là, on pourrait simplement mettre à jour le protocole et on parle ici de quantum proof protocol. Tu vois, en fait, des protocoles qui sont vraiment prêts à venir en conflit avec les ordinateurs quantiques qui sont en développement. Donc, on est limité à 21 millions. Ça, c'est très important, hein, parce que moi, je sais que toi, tu es au courant que les banques, jusqu'en 1971, on avait encore le standard d'or, de l'or, l'étalon d'or, tu sais. Donc, on ne pouvait pas créer de monnaie, tu ne pouvais pas créer plus de monnaie que d'or que tu avais dans tes coffres, d'accord ? À partir de 1971, donc Nixon a découplé la monnaie de l'or, et à partir de là, c'était open bar, d'accord ? C'est open bar. Donc, le problème, c'est que à chaque fois qu'ils impriment de l'argent, et donc ils augmentent la quantité d'argent qui existe. Et par ce phénomène-là, en fait, ils t'enlèvent du pouvoir d'achat à toi. Pas seulement à toi, à tout le monde, d'accord ? Donc, c'est ça qu'on appelle l'inflation. Ok ? L'inflation, c'est très grave quand même. C'est du vol presque, tu vois ce que je veux dire ? Par le fait qu'eux, ils impriment de l'argent pour X raisons, que ce soit financer des guerres, que ce soit, par exemple, pendant la pandémie, l'économie elle était full stop, ils ont dû soutenir les entreprises pour pas que les entreprises coulent, et pour ça, ils ont dû imprimer de l'argent. Bon, tu vas me dire, bah, c'est ce qu'il fallait faire. Bien sûr, c'est ce qu'il fallait faire pour sauver les gens, mais par cet acte-là, ils ont énormément créé d'argent, ils ont déversé énormément d'argent dans le système, et en fait, j'ai lu là récemment que les 24 derniers mois, les gens ont perdu 17% de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que si tu avais 100 000 euros avant la crise, ben aujourd'hui tu auras toujours 100 000 euros sur ton compte, mais le pouvoir d'achat que reflète ces 100 000 euros, c'est presque à 83 000 euros, tu vois. Donc tu perds en pouvoir d'achat. Il te dilue par le fait d'imprimer de l'argent. Ça fait un impôt invisible. Ouais, c'est un impôt invisible, exactement. Et donc, vu que Bitcoin est absolument limité à 21 millions, ben, on ne pourra pas diluer la puissance d'achat des gens, tu vois, la puissance de consommation des gens. Ça, c'est un truc qui est très important à comprendre. C'est encore un peu vague, tu vois, on n'arrive pas vraiment à se dire, ok, mais en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en restant dans le système financier actuel, le fait d'imprimer de l'argent, c'est pas nouveau. C'est les règles de base de notre système financier. C'est-à-dire, ils impriment de l'argent, la quantité d'argent qui circule entre les gens, depuis le découplement à l'or, ne fait qu'augmenter. Donc on pourrait dessiner une ligne où la quantité d'argent augmente. Et on a dit que les mineurs, à chaque création de bloc, ils reçoivent 6,25 bitcoins. En fait, ces 6,25 bitcoins sont nouvellement créés jusqu'au jour où est-ce qu'il y en aura 21 millions créés. Et après, ça sera fini. Et en fait, il y a un mécanisme qui agit dans le mining, c'est que tous les 4 ans, cette récompense pour création de blocs est divisée par 2. C'est-à-dire qu'en ce moment, quand tu crées un bloc, tu reçois 6,25 bitcoins. Mais là, en avril cette année, il y a cet événement qui s'appelle le halving. Le halving, c'est tous les 4 ans. Et le halving fait en sorte que la récompense de création de blocs est divisée par 2. Donc en fait, tout l'agenda de création de Bitcoin, il est déjà défini. Tous les 4 ans, c'est divisé par 2, jusqu'à ce qu'on arrive à 21 millions. Tous les 210 000 blocs. Voilà. C'est environ tous les 4 ans, merci. Mais en vrai, c'est tous les 210 000 blocs. Comme ça dure environ 10 minutes pour créer un bloc, mais des fois ça dure 9 minutes 20, des fois ça dure même 6 minutes, parce que c'est la probabilité mathématique. Donc on ne peut pas vraiment parler de 4 ans précisément, mais on parle de 210 000 blocs environ 4 ans. Tous les 4 ans, cette récompense de création de blocs est divisée par 2. Donc, aujourd'hui, il y a environ 19,5 millions de bitcoins qui ont déjà été créés par ce procédé de création de blocs. Il faut savoir que à l'époque de Satoshi Nakamoto, en 2009, quand tu créais un bloc, tu recevais 50 bitcoins.
Les 4 premières années. Les 4 premières années, c'était la première époque. Tu recevais 50 bitcoins. Ensuite, à la deuxième époque, donc 2009, c'est quoi 2013, 4 ans plus tard, divisé par 2, 25. 25. 4 ans plus tard, 2,5. 4 ans plus tard, 6,25. C'est dans l'époque-là qu'on est en ce moment. À partir d'avril, cette année, on passe à 3,125. Et ainsi de suite. Tous les 4 ans, tu en reçois la moitié. Ou la moitié est créée à la création de blocs. Ce qui veut dire qu'en ce moment, il y a déjà 19,5 millions de bitcoins créés. Et pour arriver à 21 millions de créés, ça va durer encore 115 ans. Par ce phénomène de diviser par 2. C'est-à-dire que ça va durer encore 115 ans jusqu'à ce que 21 millions de bitcoins soient créés. Ok, je vois le truc. Mais là, en fait, allez, pour me rassurer, on va dire, moi je vois que on vit beaucoup sur l'hégémonie occidentale, surtout américaine, comme on le dit. Ouais. Et on sait comment ça fonctionne le monde, pour ceux qui savent. Est-ce que les Américains laisseront passer ces trucs-là? Parce que, écoute, genre, si tout le monde passe à ça, qu'est-ce que ça devient le dollar? Et sans le dollar, les États-Unis sont rien du tout. Bah là, déjà, si tu observes un peu la scène politique, géopolitique, tu peux voir, donc, comme on a parlé du BRICS tout à l'heure, le BRICS il est en train de s'organiser pour se découpler du SWIFT. Apparemment, ils l'ont déjà fait, mais bon, dans nos médias, t'entends pas grand-chose sur ça. Donc tu vois qu'il y a déjà un peu un conflit avec le dollar. Où avant, le dollar était vraiment cette réserve globale, le dollar c'était la réserve globale du monde, tu vois. Et là, en ce moment, il y a des pays qui sont en train de contester ça. Ils veulent se découpler des Américains parce que les sanctions, etc., tu vois, ils abusent de leur pouvoir pour limiter les gens dans leur marchand, tu vois, dans leur commerce. Donc, le BRICS s'organise pour se découpler de ça. Donc, on peut voir que le dollar, il est en train d'être affaibli un peu, tu vois. Et comme ce système de dollars où ils impriment, ça dilue le pouvoir d'achat et que la Bitcoin, tout d'un coup, on a quelque chose d'absolument scarce et rare, on a pour la première fois une solution pour se découpler du dollar. Et qu'est-ce qui va se passer avec le dollar? Si on projette ça, ces crises et cette inflation, etc., hyperinflation, comme il y a déjà eu dans le monde, on a tous vu ces photos des gens qui allaient avec la brouette pleine de billets, acheter n'importe quoi, ou même que les billets ils valaient tellement plus rien, l'argent valait tellement plus rien qu'ils balançaient des liasses de billets dans la cheminée, tu vois, pour se chauffer, tu vois. Donc peut-être qu'il va se passer ça avec le dollar. C'est pas, je dis pas que ça va être comme ça, je dis juste que c'est une possibilité. Surtout que si le dollar commence à ne plus avoir autant de la confiance au dollar commence à tout doucement à s'effriter. Ben, on le voit avec le BRICS, vu qu'il est en train de se découpler. Donc en ce moment, il se passe quelque chose. Il faut encore observer, voir où ça va aller. Mais effectivement, l'hégémonie des Américains, elle est fragile en ce moment, tu vois. Et je pense que c'est aussi un peu pour ça qu'il y a les conflits sur Terre en ce moment. C'est pour ça qu'en ce moment, ils ne veulent pas lâcher, tu vois. Ce qui se passe en Ukraine, Russie, etc., bon, c'est un autre débat, mais je pense que ça doit avoir un peu sa part de responsabilité. Mais effectivement, le dollar est en train de prendre un coup. Mais comme l'euro est en train de prendre un coup. Oui, si le dollar il tombe, je pense que l'euro va suivre parce que ils sont tous les deux un peu liés, quoi. Voilà. Vu que le dollar était vraiment la réserve globale, donc il y a vraiment un effet. La Banque Centrale Européenne, elle a une quantité de dollars, comme elle a une quantité d'or, soi-disant. Et donc, si leurs réserves qu'ils ont, tu vois, genre en mode compte épargne, si tes réserves que tu as, là, un gros paquet de billets américains, tout d'un coup, ben, c'est juste bon à alimenter le feu, ben, tu perds quand même un certain pouvoir. Ça, c'est quelque chose qui est observé, ouais. Mais toi, comme David aussi, là maintenant, ok, moi je dis personnellement, pourquoi je veux sortir de... Je veux rentrer dans cette idéologie et tout ça, parce que de un, moi, j'ai pas envie que ma banque contrôle tout ce que je fais, ok? J'ai pas envie d'être soumis à quelque chose et c'est moi qui travaille pour, c'est mon argent, ok? J'ai envie de plus de liberté, ok? Maintenant, je veux passer au Bitcoin et tout ça. Est-ce que tu penses que là-dedans, je serai libre comme je le veux et pouvoir faire des transactions
comme j'ai envie d'acheter tout ce que je veux, comme je le fais aujourd'hui avec mon argent, est-ce que tu penses qu'on arrivera un jour où vraiment ça va circuler normalement comme ça se fait aujourd'hui avec l'argent, quoi? Je pense que ça va venir, et en fait, dans certains pays du monde, c'est déjà en cours. Par exemple, à El Salvador, c'est le premier pays qui a reconnu Bitcoin comme monnaie officielle, d'accord? En ce moment, avec le nouveau président argentin, il est aussi en train de se passer quelque chose. Javier Milei, il a aussi parlé de Bitcoin. Il a eu un speech au World Economic Forum que j'ai regardé, qui est très intéressant, où aussi il est en train de pointer du doigt les élites comme ça. C'est vous le problème des sociétés. Vous prenez le contrôle des gens, tu vois, vous leur tournez la tête, etc. Et le fait d'imprimer des billets, c'est aussi une manière de contrôler les gens et de leur ôter leur richesse, les rendre plus pauvres. Tu vois, il a dit ça. Donc, tu peux voir qu'il y a déjà un truc qui se passe dans la tête des gens, que tu peux reconnaître à certains endroits dans le monde, où il y a une certaine évolution, où les gens sont en train de se poser la question, justement avec l'inflation et avec tout ce qu'ils impriment, etc. Les peuples sont en train de devenir de plus en plus pauvres. Tu sais, les banques centrales ont comme objectif 2% d'inflation quand tout va bien. Ça, c'est quand tout va bien, ils disent 2% d'inflation, c'est ce qu'on doit viser, c'est bien pour tout le monde. Mais 2% d'inflation, ça veut dire que toutes les années, tu perds 2% de ton pouvoir d'achat. C'est tellement subtil que tu t'en rends pas compte au fil des années. Ok, les prix montent, tout doucement, la vie devient plus chère, tout doucement. Mais tu t'en rends pas compte. C'est qu'en regardant vraiment des périodes plus longues, genre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, que là tu te rends compte. Wow, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout devient plus cher. C'est pas que tout devient plus cher, c'est que ton argent paye moins ou achète moins. C'est l'effet de l'inflation à long terme. Donc dans les meilleures conditions, tu perds 2% par an. Mais en ce moment, on n'a pas les meilleures conditions. En ce moment, on est en temps de crise, de guerre, post-pandémie, et peut-être qu'il y aura encore d'autres crises. En ce moment, ils impriment beaucoup plus qu'en temps normal, quand tout tourne bien. Donc, en ce moment, on est bien plus haut que 2% d'inflation. Donc ça, c'est un truc qu'il faut quand même se laisser mijoter dans la tête. Parce que c'est bien beau de dire, ok, Bitcoin, je suis libre, je peux transactionner comme je veux, bien sûr, mais il faut aussi analyser qu'est-ce qui se passe si tu restes dans le système financier avec ton argent. Donc toi, tu vas aller dépenser ton énergie de vie tous les jours au travail, ok? Tu consommes des calories, tu consommes des watts à faire ton boulot, et une fois par mois, ton patron, il te donne de l'argent pour compenser l'énergie que tu as dépensée. Et cette énergie, elle est diluée par le fait que les banques centrales impriment de l'argent. Donc, c'est du vol, d'accord? Et à long terme, c'est encore plus de vol. Et dans des conditions de crise, c'est du vol massif. Si je te dis que les 24 derniers mois, il y a eu 17% de pouvoir d'achat perdu, 17% en 24 mois. C'est énorme. C'est énorme. Donc c'est un peu cette vision-là. En tout cas, moi, je me suis lancé dans l'éducation Bitcoin pour essayer de secouer les gens et les réveiller dans ce domaine-là. Je ne suis pas en train de dire, ok, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Je suis en train de dire, regardez les systèmes financiers et quelles sont les règles de base du système financier et qu'est-ce qui se passe avec votre pouvoir d'achat dans le système financier. On est dilué à cause des crises et à cause du fait qu'ils impriment. Mais qu'est-ce que j'ai à gagner à faire ça? Dans le long terme, en fait. Qu'est-ce que j'ai à gagner à juste aussi quitter comme ça ces systèmes financiers qu'on a aujourd'hui? Ben justement, tu ne seras pas dilué. C'est-à-dire que l'argent que tu gagnes va garder ce pouvoir d'achat. Ne sera pas dilué par le fait qu'on augmente le nombre de billets. D'accord? Donc, en vrai, si tu restes dans le système financier, ils impriment et tu perds du pouvoir d'achat. Dans Bitcoin, vu qu'il est limité à 21 millions, en ce moment, les gens sont en train de remarquer ça, tu vois. En fait, on est en plein dans ce narratif-là, ou dans cette phase, ou dans cette époque-là. C'est-à-dire, les gens sont en train de voir, ok, dans le système financier, il y a l'inflation, et de l'autre côté, tu as Bitcoin limité à 21 millions. Et que peu importe le prix de Bitcoin, on ne pourra pas augmenter ces 21 millions. Je te dis, peu importe le prix de Bitcoin, parce que je vais faire un peu un point de comparaison. Par exemple, l'or. On dit que l'or, il est rare aussi, tu sais. Mais si jamais le prix de l'or augmente à tel point que certaines opérations qui ont arrêté de miner de l'or parce qu'ils n'étaient pas rentables redeviennent rentables,
tu vois, eh ben on va miner plus d'or. Et la quantité d'or qui sera sortie des mines et remontée sur Terre va augmenter la quantité d'or sur Terre. La même approche d'inflation avec l'or, tu vois. En ce moment, il y a, je crois que c'est 1,5% ou 2% d'or qui est justement toutes les années sorti de terre et qui augmente justement cette quantité d'or à hauteur de 1,5-2%. C'est-à-dire toutes les années, il y a environ 2% d'or, la quantité d'or a augmenté de 2%. Donc là aussi, c'est légèrement inflationnaire, tu vois. Et plus le prix d'or va augmenter, plus il y aura d'incitation à aller chercher de l'or. Et en ce moment, on est dans une période assez moderne où on parle même de space mining, okay, d'aller dans l'espace, aller monter sur des astéroïdes qui auraient des contenus de métaux précieux. On peut s'imaginer une comète ou un astéroïde blindé d'or. On peut s'imaginer que dans un futur proche, on trouve ça et on ramène sur Terre 3 fois la quantité d'or qui existe déjà. Mais c'est fou, en fait, quand on y pense, parce que je me dis, mais c'est qui décide que c'est l'or, quoi? On aurait pu se dire tout simplement, je sais pas, c'est des croissants. Et on se ouais, là, exactement. Ça aurait pu être des croissants. C'est qui décide, en fait? Ça aurait pu être des croissants aussi. C'est qui décide, en fait, pour dire, genre, c'est l'or, tu vois? Mais c'est les gens qui ont décidé en commun, tu vois, en fait. Mais en vrai de vrai, ça n'a pas de valeur. C'est nous qui faisons la, en fait. Ouais. C'est rare, en fait. C'est rare et difficile à créer, tu vois. Tu dois vraiment aller avec une pioche dans une mine, tu vois. Tu dois bosser, tu dois fournir un travail pour sortir de l'or. Donc c'est difficile, c'est dur à créer. Et c'est pour ça que c'est un moyen intéressant pour qu'il garde sa valeur. Parce que quelque chose qui est facile à créer, imagine-toi les croissants maintenant. On se met tous d'accord que c'est les croissants qui ont une valeur. Mais tu auras le premier gars qui va aller acheter de la farine et qui va faire des croissants, il va s'en faire des millions et des millions, et le mec il est super riche et en même temps il va diluer la valeur des croissants. Okay, mais l'or c'est tellement difficile à aller chercher que voilà, les gens se sont mis d'accord dans le monde. Pas que basé sur ça, aussi basé sur... au début, c'était aussi les bijoux, c'était beau, etc. Mais c'est vraiment ce côté rare qui fait en sorte que ça a eu cette valeur. Parce que c'était difficile, on a toujours pensé que la quantité était limitée. En ce moment, on a, comme j'ai dit, les idées de space mining. Donc là, on peut vraiment arriver dans un rapport on ramène 3 fois l'or qu'il y a sur Terre actuellement et on augmente la quantité énormément. Mais c'est l'humanité qui a décidé de faire de l'or ce qu'il est aujourd'hui. C'est un consensus. Tout le monde était d'accord pour dire ok, l'or, c'est très difficile à créer. Et en fait, ça a différents attributs. On avait parlé de ça au séminaire il y a quelques semaines. Hein. En fait, des attributs de qu'est-ce qui fait que un certain matériel ou un certain objet peut être mieux utilisé comme une monnaie ou comme un moyen de garder sa valeur qu'un autre. En fait, il y a toute une flopée de critères comme ça. En fait, il y en avait 8. Hein. On avait parlé de 8 critères. Par exemple, la portabilité, la rarité, la divisibilité, il y avait la durabilité, il y avait... faudrait que je regarde à nouveau. Bref, tu as un set de 8 critères. Et basé sur ces critères-là, tu peux faire en fait une évaluation de n'importe quoi et te dire que, ok, plus un bien a de bonnes notes dans ces critères-là, plus un bien peut être utilisé comme monnaie ou comme façon de garder sa valeur. Ben, l'or, il avait de bonnes... dans ces paramètres-là, de bonnes notes, on va dire. Ok. Donc l'or est très rare. L'or est pas très portable. C'est-à-dire que si tu veux déplacer des millions, tu dois déjà avoir des remorques ou des grandes quantités d'or. Ça, on aurait pu en fait, en parler de ça un peu plus concrètement, comme on avait parlé au séminaire là. Malheureusement, j'ai pas les fiches là. Mais voilà, juste pour rester dans ce truc là, en fait, tu as tout un nombre de critères qui fait en sorte que mieux tu es noté dans ces critères-là, plus tu as de chances que le monde te reconnaisse comme une monnaie, etc. Et en fait, Bitcoin, il pète toutes les notes, tu vois. Il est genre bien mieux dans ces différents critères que tout ce qui existait avant. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et moi, je suis un peu ce qui se passe dans le monde, parce que tout à l'heure, on a parlé des nouvelles alliances qui se forment dans ce monde, comme les BRICS et tout ça.
Et moi, je suis un peu... Toi qui es plus dedans, comment tu vois les BRICS, en fait? Comment ils sont alignés par rapport au Bitcoin? Par exemple, les Chinois, tout simplement. La Chine, je ne sais pas si tu as des infos par rapport à... La Chine, elle avait banni Bitcoin à un certain moment. Maintenant, je ne sais plus te dire de quelle année à quelle année, mais pendant une longue période, ils avaient banni le mining de Bitcoin en Chine et en gros, ils ont essayé d'empêcher les Chinois d'utiliser Bitcoin. Alors que c'était des gros mineurs. Alors que c'était des gros mineurs, tu vois, il y a vraiment eu beaucoup de minage en Chine jusqu'à ce que le gouvernement chinois décide, ok, full stop, tu vois, on bannit Bitcoin, fini le minage, fini l'utilisation de Bitcoin. Mais là, ils sont en train de changer de posture, justement. En fait, là, ils ont dit récemment qu'ils voulaient faire de Hong Kong un hub central en Asie de crypto et de Bitcoin. Après, il faut aussi que tu te dises que... Après, je pense que c'est aussi un peu mon point de vue ou ma vision, c'est que sur l'échiquier mondial en ce moment, tu vois, il y a ces forces qui s'affrontent et je pense pas que n'importe quel côté va révéler son plan à l'autre, tu vois. C'est-à-dire que même si BRICS, ils voient Bitcoin et ils savent de quoi il s'agit et qu'est-ce que ça pourrait représenter pour eux, je ne pense pas qu'ils vont ouvertement balancer ça comme ça, tu vois. Parce que en te révélant, tu peux aussi être attaqué ou tu vois, ils pourraient te saboter ou quoi que ce soit de n'importe quelle forme. Je ne vais pas te dire maintenant, mais tu vois, stratégiquement, en temps de guerre, il vaut mieux pas révéler sa stratégie. Tu vois ce que je veux dire? Le BRICS a maintenant dit donc qu'il voulait se découpler du dollar. J'avais regardé un speech à Poutine qui disait, après est-ce que tu le crois ou est-ce que tu le crois pas, après chacun peut décider pour lui, mais moi je te dis simplement qu'est-ce qu'il a dit. Il parlait que dans cette nouvelle alliance de BRICS, qu'ils n'allaient pas faire comme les autres dans le monde de marcher sur tes partenaires pour ton propre avantage. Il disait non, nous on est une alliance et on va faire en sorte qu'on monte tous ensemble. Et il disait que justement il parlait de l'effet des monnaies centralisées et des effets négatifs que ça avait. Et justement, c'est la première fois que j'ai entendu un politicien prononcer ce mot, il parlait de décentralisation. C'est vraiment la première fois que j'ai entendu un politicien prendre ce mot en bouche. Poutine a parlé de décentralisation. Donc, concernant le BRICS et Bitcoin, on ne sait pas. Ils n'ont pas encore révélé leur step, etc. Mais ça parle d'une monnaie commune dans le BRICS et ça parle de décentralisation. Donc moi, je trouve ça très intéressant. Il faudra juste observer et voir qu'est-ce que ça donne. D'accord ? Donc il faut observer encore un petit peu. Après, ça sort un petit peu du sujet là actuel tout de suite, ok ? Imagine-toi, il y a une nouvelle guerre qui vient, ok ? Genre, aujourd'hui, avec le monde actuel, dès qu'il y a une nouvelle guerre, qu'est-ce qui se passe ? Ils ouvrent les machines et ils impriment des billets parce que les coûts, ils sont toujours supérieurs. Les balles, elles sont toujours plus chères. Les armes, elles sont plus technologiques. Tout est beaucoup plus technologique. Donc, le fait qu'on doit imprimer des billets doit être beaucoup plus supérieur à ce qu'on imprimait la dernière fois et sera probablement moins qu'on va imprimer la prochaine fois. Donc, même le fait d'injecter de l'argent, c'est toujours supérieur. Mais aujourd'hui, genre, quand ils doivent financer une nouvelle guerre, par exemple, il y a moins cette peur parce qu'il suffit juste d'allumer la machine. Mais imagine-toi le jour où il n'y a plus cette machine-là, où on sera limité à 21 millions. Ça, en fait, tu vois ? Est-ce qu'ils vont vraiment financer cette guerre ? Ou est-ce qu'ils vont pas regarder ce qui reste de côté, ils vont se dire, est-ce que vraiment ça vaut le coup que je vais vraiment prendre les peu de bitcoins qui sont là et qui je peux pas les reproduire de nouveau. En fait, il faut se dire que si tu crées de l'argent facilement, c'est facile de financer des guerres, d'accord ? Admettons que maintenant il y a un conflit pour n'importe quoi, on n'est pas d'accord sur un sujet X et on se dit je vais te faire la guerre maintenant. C'est très simple de faire la guerre à quelqu'un parce que tu appuies sur un bouton et l'imprimante c'est brrrr, et tu finances l'armement, tu finances tout ce que tu veux et tu fais ta guerre. Mais si tu n'aurais pas cette possibilité d'imprimer de l'argent et que tu devais par exemple taxer tes citoyens, tu devrais aller leur parler et leur dire bon écoutez, y a les méchants là-bas de l'autre côté qu'il faudrait aller taper, est-ce que vous voulez bien nous donner une partie de votre argent pour qu'on puisse partir en guerre, tu vois ? Et donc là, je pense pas que ça serait aussi facile de partir en guerre, tu vois ? Il faudrait vraiment l'approbation
du public, l'opinion publique, pour partir en guerre. Non seulement l'approbation de l'opinion publique, mais aussi l'argent de l'opinion publique. C'est-à-dire que à une certaine époque, genre je remonte à l'époque des rois, on va partir à des centaines et des milliers d'années en arrière où il y avait encore les rois qui régnaient, etc. Tu peux imaginer ça comme ça. Imaginons que le roi avait une certaine quantité d'or dans son coffre-fort et il voulait attaquer donc un autre peuple. Il devait se poser la question de « Ok, je vais engager maintenant mon budget ou mes réserves d'or qui font de moi le roi que je suis pour partir en guerre. » Mais le peuple là, ils sont quand même pas mal, tu vois. Il y a des chances que je ne sois pas victorieux, que je ne sorte pas victorieux de cette guerre. Il y a des chances que le fait de dépenser ce tort-là ne suffira pas pour gagner la guerre et après moi, je n'existe plus, je suis plus roi, d'accord? À ce moment-là, quand tu as quelque chose à perdre, tu vas réfléchir 2 fois à faire la guerre. Donc peut-être qu'à ce moment-là, c'est plus intéressant pour le roi de dire « Bon, écoute, ça serait peut-être mieux qu'on parlemente et qu'on se mette d'accord, on fait un accord, plutôt que de mettre son existence en jeu. » Tu vois ce que je veux dire? Tandis qu'aujourd'hui, ils impriment et ils financent la guerre. Donc, on est dans le siècle de la guerre totale, parce que l'argent n'a jamais été aussi facile à créer. Les guerres sont faciles à financer. C'est facile de partir en guerre et de financer la guerre. Donc, si on s'imagine un monde où on se distancerait de ces banques qui impriment de l'argent et on serait plutôt dans un standard Bitcoin où l'argent est limité, il n'y aurait pas moyen de financer les guerres. Okay? Parce qu'il faudrait déjà que tu aies assez de Bitcoin en tant que gouvernement pour payer les armes, etc. Ensuite, tu n'es pas sûr de gagner la guerre. Peut-être que ton gouvernement, pouf, il va disparaître. Donc, il y a un peu cette relation de la dureté ou la difficulté de créer de l'argent fait en sorte que tu vas te poser 2 fois la question si tu engages tout ce que tu as pour peut-être perdre tout. Okay? Donc, on parle en fait que Bitcoin va faire en sorte que la guerre ne sera plus finançable. C'est une idée intéressante. Beaucoup moins finançable. Beaucoup moins finançable. Bien sûr qu'il y aura toujours des guerres, parce qu'on est des putains de sauvages. On est des animaux. Et pour un oui ou pour un non, on se tape sur la gueule. Donc, c'est clair qu'on aura toujours des guerres. Mais probablement beaucoup moins, parce que ce sera plus difficile à financer les guerres. OK? Et qu'est-ce qui se passerait, genre, si... allez, il y a tout ce système qui pète, au fait, qui tombe à l'eau complètement. Et qu'il n'y a que le Bitcoin qui est là. OK? Ouais. Genre, qu'est-ce que ça vaudrait aujourd'hui, par exemple, lui, je sais pas combien de Bitcoin t'as, qu'est-ce que ça vaudrait, au fait, exactement? Qu'est-ce que tu représenterais sur 8 milliards de personnes, en fait? Ouais. Alors qu'il y en a 21 millions, 21 tu vois, millions, ouais. Bon, déjà, on veut pas que le système se casse la gueule comme ça, hein, parce que si tout s'écroule demain, ben, dehors, ça sera le chaos total, ok? On veut pas que ça se passe comme ça. On veut que cette transition dure longtemps, pour que ce soit aussi subtil que possible. Il faut que ça dure encore un peu. Okay. Si demain tout se casse la gueule, dehors c'est l'anarchie, on va se frapper, on va se tuer pour avoir à manger, etc. Donc c'est pas comme ça que ça doit se passer. Il faut que ce soit une transition lente. Ensuite, quand on regarde l'économie qu'on a actuellement, je pense qu'on parle d'une totale, avec tous les domaines, genre actions, etc. Tout ce qui existe où l'argent est investi, ça représente 900 trillions en américain, en français on dit 900 billions je crois. Donc c'est 900 000 milliards d'euros. Okay? On peut s'imaginer que si ce système de banque centrale disparaît, que tout ce budget va glisser dans Bitcoin, tu vois. Donc en vrai, on voit Bitcoin aujourd'hui à 40 000 euros, c'est que le début. C'est une goutte d'eau dans l'océan avec ce qui va arriver. Parce que il est encore très tôt. Jusqu'à aujourd'hui, on disait « Oh, Bitcoin, c'est de l'argent sur Internet. » Mais là, comme je t'ai dit, on est en train de voir l'inflation. OK, rarité absolue. Qu'est-ce que ça veut dire? On est en train tout doucement de transitionner dans quelque chose où, en fait, Bitcoin devient très intéressant dans un monde déflationnaire. Bitcoin ne peut pas être débasé. On ne peut pas en créer plus, donc on ne peut pas le diluer. Donc on peut imaginer que l'économie mondiale pourrait être basée sur Bitcoin. Et donc à ce moment-là, Bitcoin, il va avoir non seulement par ce phénomène que tout saute dans Bitcoin, mais aussi par le phénomène que
hyperinflation dans le dollar ou dans l'euro, chute libre, comme une chute libre de la valeur de l'euro et du dollar, par le fait qu'on imprime toujours plus, comme tu as dit. À chaque fois qu'ils impriment de l'argent, ils impriment plus que la fois d'avant. Parce que c'est comme ça, il y a un mécanisme, les choses deviennent plus... tout est inflationnaire, les choses, tu as dit, les bombes, etc., deviennent plus chères, etc. Ouais, on peut simplifier comme ça, les choses deviennent plus chères, donc pour financer, il faut à chaque fois imprimer plus d'argent. Donc ça amène un truc en soi, qu'à chaque fois qu'on imprime de l'argent, on imprime plus, c'est exponentiel. Donc on peut se dire qu'à un moment, par l'effet hyperinflationnaire et par l'effet que les gens ils se réfugient dans Bitcoin, que tout sera basé sur Bitcoin et à ce moment-là, on sera à des prix inimaginables. Là, on est à 40 000, mais il est encore très, très peu cher. Les gens qui sont dans Bitcoin en ce moment, c'est encore des geeks presque. Tu sais, il est tellement tôt que c'est vraiment que des geeks qui sont dans Bitcoin. Là, en ce moment, on est dans une phase où il y a les ETF qui ont été accordés, c'est-à-dire ces fonds d'investissement type BlackRock, Fidelity, etc., qui ont demandé donc une autorisation à l'organe de contrôle en Amérique, donc qui est la SEC, donc la Security and Exchange Commission. Ils ont demandé une autorisation donc à cette SEC pour vendre Bitcoin à leurs clients ou vendre un produit dérivé de Bitcoin à leurs clients. Et eux font en sorte qu'il y a, là c'est des gros poissons où il y a d'autres fonds, des fonds bien plus grands qui sont en train de rentrer dans Bitcoin. Donc en ce moment, Bitcoin vaut 40 000 € environ, ce qui représente environ 900 milliards de dollars ou d'euros qui sont dans Bitcoin. Et pour l'instant, c'était que des petits poissons qui ont financé ça. Là, on est en train de rentrer dans une phase où il y a des gros poissons qui reconnaissent Bitcoin par ses caractéristiques et reconnaissent qu'est-ce que ça pourrait représenter dans ce monde de crise. Et là, il y a des gros fonds qui vont venir. Et je pense qu'après eux, ce sera les nations qui vont investir. Vu que Bitcoin, c'est le nouvel or. C'est l'or 2.0. Ça a déjà commencé. Ouais. Ça a déjà commencé depuis 14 ans. Depuis que Satoshi a lancé ça, la transition est en cours. Doucement, mais ça arrive. Et je te dis, il faut que ce soit lent. Et il faut que le moins de chaos possible soit créé. Mais cette transition, elle est déjà en cours. Et c'est juste une question de temps pour que les gens reconnaissent Bitcoin pour ce qu'il est. C'est juste ça. Et je vais te donner un point de comparaison pour ça. Maintenant, on remonte aussi des milliers d'années en arrière. Les Chinois, ils avaient le black powder, la poudre noire. Tu sais, la poudre noire que tu as besoin pour faire des fusées, tirer, etc. Tu sais que la poudre noire a été utilisée pendant des centaines d'années comme médecine. Ils pensaient que la seule utilisation de la poudre noire, c'était médicament. Et à un certain moment, ils ont remarqué, ah mais merde, on peut faire ça et ça avec... Boum, boum, boum. Et ça a révolutionné tout. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui existait déjà, qui était entre les gens et qu'ils n'avaient même pas reconnu de quoi il s'agissait exactement. Et c'est exactement ça qui se passe avec Bitcoin. Bitcoin, il existe depuis 14 ans. C'était en mode, magic internet money, c'est de l'argent magique sur internet, ça c'est des trucs de geeks, de gamers, etc. C'est pas important. Mais tout doucement, les gens sont en train de se dire, oh mais merde, Bitcoin est limité à 21 millions. Bitcoin a un réseau qui n'est plus hackable. Bitcoin est résistant à la censure. Bitcoin est un système sans permission nécessaire, sans autorisation nécessaire. Bitcoin. Plein de choses qui font en sorte que, waouh, c'est bien plus que juste de l'argent sur Internet. Et c'est devenu maintenant, avec justement l'entrée des spots ETF, un bien actif. C'est plus de l'argent sur Internet, comme il a dit. C'est un bien actif tel que l'or, tel que l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Et un autre point qui est très important, c'est que actuellement, le Bitcoin est utilisé et possédé par 1% de la population. Ça veut dire que si aujourd'hui tu achètes du Bitcoin, tu fais partie de ce 1% premier à en avoir. Et ça, c'est vraiment... Donc, il est encore très tôt, tu vois. C'est ça qu'il faut se dire. C'est que là, on est dans une phase que les gens sont en train de reconnaître Bitcoin pour ce qu'il est, comme avec la poudre noire. Mais on est encore à juste à 1% d'adoption. Tu vois que ça grouille partout dans le monde. Tu vois que, comme je t'ai dit, Poutine, il dit décentralisé. Oh, moi, chez moi, il y a la lumière. Décentralisé, c'est un mot qui vient du monde de la crypto décentralisée, tu vois, qui vient du monde de Bitcoin surtout. Et donc, moi, ça me fait allumer les lumières où je me dis, waouh, il se passe des choses là. Tu vois, c'est vraiment l'échiquier mondial où il se passe des choses.
il y a quelques jours, il y a la Banque Centrale Européenne qui a écrit à une autre entité en mode est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, surveiller les bank runs? Ça veut dire ils sont en train de surveiller les gens qui retirent leur argent de la banque. Tu sais, si tout le monde, on appelle ça un bank run, si tout le monde irait retirer son argent de la banque, ça crée un énorme problème, tu vois. C'est-à-dire la Banque Centrale est en train elle a ça en tête en ce moment. Est-ce que vous pouvez bien surveiller les bank runs sur les réseaux? Est-ce qu'il y a un mouvement qui est en train de commencer à s'établir? C'est-à-dire eux aussi, ils ont compris qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment. BRICS, ce que Poutine a dit, décentralisé, etc. Très intéressant. El Salvador, qui a déjà adopté Bitcoin et qui, depuis 2 ans, le pays il est en train de fleurir comme jamais. Il y a toute une vague d'innovation qui arrive, des nouveaux capitaux, etc. Parce que justement, ils incitent au développement Bitcoin. L'Argentine, où Javier Milei, comme on a dit tout à l'heure, il a dénoncé à Davos, oui, mais vous imprimez de l'argent, vous contrôlez les gens et vous les rendrez plus pauvres, blablabla. Et Javier Milei, il est pro-Bitcoin, il l'a déjà dit, il a parlé de Bitcoin, il a dit c'est un truc révolutionnaire, absolument rare, etc. C'est-à-dire, moi, je vois toutes ces pièces de puzzle et je me dis, ok, il se passe quelque chose, je vois un trend, je vois une ligne, un fil rouge qui mène à quelque chose. Je dis pas que j'ai raison et que ça va être comme ça, je dis juste que je mène mon enquête et basé sur les indices, ça a l'air d'aller dans une certaine direction. Il est encore très tôt. Lui, il dit toujours, acheter du Bitcoin aujourd'hui, c'est comme investir dans Apple avant la sortie du premier iPhone. Pour ceux qui disent c'est trop tard, il est déjà à 40 000 euros. Mais en fait, le jour, j'invente des chiffres maintenant, ok? Rien d'impossible. Le jour où le Bitcoin il sera à 1 million d'euros, on s'en fichera si t'es rentré à 10, à 20, à 50 ou à 60. T'es rentré au début, au 1% de la population, tu vois? Donc t'es loin du prime time, comme on appelle, tu vois ce que je veux dire? En ce moment, on a encore j'aime bien dire une fenêtre d'opportunité. Ok, un Bitcoin entier vaut 40 000 euros. Mais tu peux très bien, pour 400 euros, tu as 1 million de Satoshi. Ok, ce qui est intéressant. Si un jour Bitcoin il est à des montants énormes, justement parce qu'il y a de plus en plus d'adoption, tu vois, si les nations commencent à adopter Bitcoin comme réserve, etc., il y aura de plus en plus de capitaux qui rentrent dans Bitcoin, la valeur va exploser. À mon avis, il est encore très tôt. Je ne vais pas dire aux gens acheter Bitcoin parce qu'on ne donne pas de conseils financiers ici, n'est-ce pas YouTube? Mais voilà, nous on essaie juste d'expliquer aux gens qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire décentral, 21 millions, etc. Tu vois? À mon avis, c'est une bonne opportunité qu'il faudra en profiter, mais je ne vous conseille pas d'acheter Bitcoin. Mais il est encore très tôt et je pense que des choses vont bouger rapidement. Et je crois que c'était Lénine qui disait ça à l'époque. Des fois, pendant des années, il y a des semaines qui se passent. Et des fois, pendant des semaines, se passent des années. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, ça accélère rapidement et bra! Genre au début, ça va doucement. Lentement, ça va doucement et après, bra! Et je pense que là, on est dans cette phase de transition. Déjà, tu sais, BlackRock et compagnie, ces institutions financières qui maintenant vendent un produit dérivé de Bitcoin à leurs clients. Parce que là aussi, petite parenthèse, ces gens qui achètent des spots ETF, ils n'ont pas les 12 clés et ils n'ont pas de Bitcoin. Ok? Ouais. Ils sont juste en train de donner de l'argent à BlackRock pour qu'eux achètent Bitcoin. Et eux, ils te donnent un certificat. Ah, tiens, tu as ton diplôme tu as un Bitcoin. Ah ben c'est super avec ton diplôme, tu vois. Mais ils ne sont jamais propriétaires de leur Bitcoin. Ils ne sont jamais propriétaires. C'est BlackRock qui l'a, tu vois. Mais ces grands fonds, BlackRock et compagnie, par le fait qu'ils vendent Bitcoin à leurs clients, ils ont quand même mis leur cachet d'approbation. On est dans un nouveau moment. Ouais. Tu vois? Avant, c'était pour tous les geeks, Magic Internet Money. Mais là, tu as BlackRock, boum, tampon. Ok, nous aussi, on veut ça, on vend ça à notre client. Et il y a beaucoup de demandes. Les gens sont intéressés. On est en train d'entrer dans une deuxième phase. El Salvador, l'Argentine, BlackRock, Poutine. Il se passe quelque chose. Et je pense il est encore très tôt. Et pour l'achat en fait, des bitcoins, est-ce que c'est assez. Par exemple, moi ce soir, j'ai envie d'acheter. Ouais. Ok, c'est aussi comme aller au cactus, je sais pas, moi, acheter des pommes. Ouais. C'est comme acheter un truc sur Amazon. Hein. Ouais. En fait, tu télécharges une application, tu t'inscris et tu achètes, tu peux payer par carte de crédit. Mais les 121 millions,
Les 21 millions, ouais. Ah, les 21 millions de bitcoins. Toi, je veux dire les 100 millions de Satoshis, non? Non, mais les 21 millions de Ouais. bitcoins, c'est détenu par des gens, c'est tous les gens, ou bien il y en a qui sont pas encore, qui appartiennent à personne encore. Ouais. Ou Donc, bien c'est détenu par des personnes, en fait, des... ouais. Donc, il y a déjà 19,5 millions de bitcoins qui ont été créés par ce processus de minage. De ces 19,5 millions de créés, il y a déjà 4 millions qui ont été perdus à tout jamais. C'est-à-dire qu'il reste 15,5 millions de bitcoins qui sont répandus à travers les gens. Ok. Ok? Donc il y a certaines personnes, des gens qui ont commencé déjà très tôt, qui en ont plus. En ce moment, en fait, il y a une catégorie. Par rapport à combien de bitcoin tu as, tu rentres dans des classes. En fait, il y a des noms un peu. C'est un peu un meme, c'est un peu un truc culturel dans le monde de Bitcoin. Si tu as moins d'un bitcoin, tu es catégorisé comme un shrimp, comme une crevette. Ok? Et les crevettes en ce moment, ils sont en train. Donc les crevettes, ça peut être des gens comme toi, comme moi, etc. Des gens qui ont moins d'un bitcoin, ils sont en train de cumuler bitcoin ou d'acheter bitcoin constamment de façon à ce que toutes les crevettes consomment 28 000 bitcoins par mois. Ou toutes les crevettes achètent 28 000 bitcoins par mois en ce moment. Et donc voilà, donc le bitcoin est répandu. Je voulais juste jeter un peu cette anecdote des crevettes là qui bouffent les bitcoins en masse en ce moment, mais effectivement les bitcoins sont répandus. Il y a encore environ 1,5 million donc qui doivent encore être créés. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, par ce phénomène de halving tous les 4 ans, ça va durer encore 115 ans pour créer ces bitcoins restants, 1,5 million. Une fois qu'on atteint ces 21 millions de bitcoins, et moi qui me réveille d'un coup, je me dis voilà, je vais acheter, alors que tous les bitcoins sont détenus par des personnes. Là, pour l'achat, ça va être difficile parce qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui vend quand même. Exact, voilà. Voilà, donc comme j'ai dit qu'il y a déjà 19,5 millions qui ont été créés, en vrai, à l'heure actuelle, les BlackRock et compagnie, là, qu'ils arrivent maintenant sur le marché, ils vont se battre pour les 1,5 million de bitcoin qui restent à créer, tu vois. Bien sûr que si maintenant le prix monte, des gens qui ont déjà bitcoin maintenant, ils voudront vendre. Tu sais, à n'importe quel niveau, admettons Bitcoin arrive à 100 000, tu auras toute une partie de gens qui vont dire « Ok, ben moi je vends les miens ». Donc il y aura des anciens Bitcoins qui sont à nouveau en vente. Mais effectivement, maintenant, à l'heure actuelle où tu as les gros poissons qui arrivent, il n'y a plus beaucoup d'offres disponibles. Et en fait, on parle ici d'un choc de l'offre et d'un choc de la demande. Vu que la demande, en ce moment, elle est en train d'augmenter, BlackRock, blablabla, les nations qui veulent arriver, etc. Et l'offre est en train de diminuer. Tous les 4 ans, le halving fait en sorte qu'il y en a de moins en moins qui est créé. Il y en a qui les perdent. Il y en a qui les perdent, etc. Donc, il y a une balance de demande qui monte et d'offre qui descend. Et il y a encore un autre paramètre par rapport à l'offre, c'est qu'il y a un trend qui est maintenant, genre, il y a de plus en plus de personnes sont en train d'envoyer leur Bitcoin qui était sur des plateformes d'échange comme Binance, sur le cold wallet justement. Ça veut dire qu'à partir du moment où il est sur le cold wallet, il n'est plus dans le marché. Il est à toi, il est gardé. Seulement le jour quand tu les renvoies sur Binance, là de nouveau ils sont marchandables, comme on dit. Tu vois ce que je veux dire? Et dû à ce fait-là, il y a l'offre encore qui en prend un coup. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins. Et BlackRock, etc., ils sont en train d'acheter actuellement 15 fois plus que ce qui est produit par jour. Donc, j'invente un chiffre. S'il y en a un qui est produit par jour, il y en a 15 qui sont achetés. Tu vois? Donc, en fait, bientôt, il n'y en aura plus possible d'acheter. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'eux, ils sont en train de tout acheter, là. Ça, c'est par rapport à l'achat. Moi, maintenant, supposons que j'en ai acheté, allez, vas-y, 4, 5, ok? Et que j'ai envie de les revendre. Comment ça se passe, en fait, genre... De la même manière que je les ai achetés, en fait. Tu t'imagines, maintenant, on va aller vraiment très vague. On va sur Binance. Donc, tu utilises ta carte de crédit pour acheter des bitcoins. Tu dépenses des euros et eux, ils te donnent des bitcoins. Et ben... Dans l'autre sens, c'est pareil. Voilà. Tu peux vendre tes bitcoins pour avoir des euros qui te renvoient sur ton compte, tu vois. Ok. Ouais. Chose qui pour moi n'est pas du tout envisageable, intelligent actuellement. Voilà, parce qu'en fait, on est en train de comparer deux mondes là, un monde inflationnaire et un monde en vrai déflationnaire par son agenda de halving et par son offre qui est toujours
de plus en plus réduite, en vrai, tu serais en train de vendre ton Bitcoin pour encaisser un bénéfice dans un monde où ils sont en train de te diluer à travers le temps. Donc, c'est pas très intelligent. Bien sûr que si tu as des factures à payer et que tu n'as pas le choix, il faut le faire, bien sûr. Mais à long terme, c'est bien plus intéressant de ne plus jamais revenir dans le monde fiat. Donc, le monde fiat, euro, dollar et compagnie. Hein. On est dans une époque d'accumulation. Le but, c'est d'accumuler le maximum de Bitcoin dans ton portefeuille. Parce que le jour viendra où il n'y en aura plus. Ouais. Ça aussi, ça sera un moment. Tu vois, pour en acheter comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux acheter encore 20 Bitcoins si tu as l'argent. Ouais. Mais peut-être dans 10 ans, ce ne sera pas comme ça. Il arrivera un moment. Peut-être même avant. Je crois qu'en ce moment, sur les plateformes d'achat, il y a environ encore 1,8 million de Bitcoin en vente ou disponibles. Et comme David il a dit, en ce moment, il y a un trend que les Bitcoins sont en train de quitter les plateformes centralisées pour aller dans les cold wallets, comme je t'ai dit tout à l'heure. Les Bitcoins sur Binance, c'est pas les tiens. Et ben les gens sont en train de remarquer ça. Les gens sont en train de comprendre ça. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu as Bitcoin que tu as tout compris, tu vois. Les gens apprennent encore maintenant. Comme moi, j'apprends encore maintenant. Ils ont écrit expert Bitcoin sur notre site. Je ne suis pas un expert Bitcoin, je suis un étudiant en Bitcoin. S'il vous plaît, pardonnez-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est notre expert Bitcoin. Ouais, ok. Donc, voilà, il y a un trend que les Bitcoins sont en train de quitter les plateformes pour aller dans les cold wallets. Et il y a un autre trend encore que les gens, ils sont en train de hodl. On appelle ça, c'est aussi un truc, un meme de la culture, pour dire hold ou pour dire tenir. Ils sont en train de hodl Bitcoin de plus en plus longtemps. Okay? C'est-à-dire qu'il y a vraiment une approche moyen terme, long terme qui est en train de s'établir. Tu vois? Les gens sont en train de comprendre tout doucement qu'est-ce qu'est cette machine, qu'est-ce qu'est ce monstre-là. C'est une révolution. Ouais. En balançant des 21 millions décentralisés, pour nous, ça reste un peu vague parce que nous, on est des petits poissons. Mais pour les gens qui bougent des marchés, etc., ça veut dire beaucoup parce qu'eux, ils voient ça en trend, sur des mois et des mois, qu'est-ce que ça pourrait faire bouger, tu vois. Donc, ok, c'est des termes un peu joker comme ça, mais ils portent en eux une certaine énergie de révolution. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Tout à l'heure, dans la question qu'il avait posée, tu as répondu, mais je pense qu'il y a eu une petite partie que peut-être tu n'as pas compris exactement, et c'était en mode... il m'a demandé, par exemple, aujourd'hui, j'achète un Bitcoin à 40 000 euros. Ouais. D'accord? Il y a ce point de comparaison avec un Bitcoin est égal à 40 000 euros. Ouais. Mais le jour où il y aura justement plus euros ou dollars, à quoi sera comparé le Bitcoin? Je pense que c'était ça la direction. D'accord, ok. Donc, à rien. Si tu n'as plus de système fiat, euro-dollar, tu peux plus dire un Bitcoin égale X euros, X dollars. Un Bitcoin est égal à un Bitcoin. Un Bitcoin est égal à 100 millions de Satoshi. Et tu vas me dire, ok, mais alors comment les choses seront... ça sera quoi le prix des choses? En fait, il y aura toute une relation de... Vu que dans le mining, tu es en train de mettre de l'électricité, des watts, des kilowatts, sur un certain temps pour créer de la monnaie, on peut s'imaginer que dans le monde de demain, les choses seront mises à prix par rapport à l'énergie qui a été dépensée sur un certain temps. Ok? Donc, c'est fini les immobiliers qui explosent en prix. Parce que ça, c'est de la spéculation. Ça crée un premium, offre, demande, blablabla. Tu ne peux pas vraiment, dans un monde pur Bitcoin, faire offre-demande. Ça sera autre chose. Ça sera vraiment une approche énergie dépensée sur un certain temps. De façon à ce que n'importe quoi dans l'économie chutera vers son coût marginal de production. Ok? Et dis-moi si je me trompe. Ouais. Un Bitcoin sera 21 millionième de toute la production mondiale, de toute la consommation mondiale, de toute la richesse mondiale. Si on s'imagine un monde où vraiment toute l'économie est basée sur Bitcoin, bon là, je ne te parle pas de la semaine prochaine ou du mois prochain. Je te parle vraiment de peut-être dans 50 ans, dans 100 ans, si ça arrive. Mais si on s'imagine un monde qui est vraiment où l'économie est basée sur Bitcoin et que le fiat a disparu, en ayant un Bitcoin, eh ben, tu auras effectivement un 21 millionième de tout ce qui existe. Ça, c'est quand même un truc... Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est cette opportunité qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est tellement tôt que si tu arrives à reconnaître Bitcoin pour ce qu'il est, tu as encore la possibilité d'acheter un Bitcoin pour 40 000 euros.
Et dans ce monde de demain, tu auras 1/21 millionième de tout ce qui existe. C'est un truc de fou. C'est même difficile un peu à compute, tu vois. Mais c'est un truc de fou. Et c'est pour ça qu'il est encore extrêmement tôt. Et même avec 400 €, tu te payes 1 million de Satoshi, n'est-ce pas? Un Bitcoin, c'est 100 millions de Satoshi. Donc voilà, l'opportunité, elle est encore là. Et cette opportunité, cette fenêtre d'opportunité disparaîtra un jour. Parce qu'un jour, il n'y aura plus de Bitcoin sur les plateformes. Ouais. Et quand il n'y a plus de Bitcoin sur les plateformes, et que toi, tu vas en acheter, eh ben, tu devras payer le prix du vendeur. Tu vois ce que je veux dire? Et si quelqu'un te dit, bah, le mien, c'est 10 millions, eh ben, ça sera 10 millions. En fait, ça sera marchand. En fait, c'est comme si tu es au supermarché. Ça l'est de toute façon en ce moment. Tu vois? C'est juste qu'il y en a encore beaucoup de dispo. Dès qu'il n'y en a plus de dispo, eh ben, tu peux fixer ton prix. Il faudra marchander, quoi. Il faudra marchander et tu pourras fixer ton prix. Et c'est là que ça va devenir un peu pervers. Okay. Bah, après tout ce qui s'est dit ici, moi je suis convaincu, par ce nouveau truc en fait qui est révolutionnaire, que je peux dire. Mais juste une question, quelque chose qui me chiffonne un peu, c'est le fait que parfois on entend un peu les bitcoins ça a monté, ça a descendu, c'est truc qui fait un peu peur là, tu vois. Ouais. C'est qui te retient de te dire vas-y je vais y aller et tout ça. Ouais. Qu'est-ce qui fait ça en fait, tu vois, ce mouvement là, que ça monte, ça descend, les chutes et tout. Qu'est-ce qui fait ça? Il est très volatile, Bitcoin en ce moment, parce que justement, on avait parlé de ça à nouveau à un séminaire qu'on a fait il y a genre quelques semaines. En fait, il y a 4 phases dont une nouvelle monnaie passe ou évolue. En fait, c'est des phases de monétisation. En fait, là, on était dans la première phase de collectible, c'est-à-dire c'était vraiment les geeks d'Internet qui ont vu ça comme un peu des cartes collector de baseball ou quoi. Ils ont dit, oh, il y a un nouveau truc, on achète. Donc, ça a amené certains capitaux dans Bitcoin. En ce moment, on est en train de transitionner tout doucement de la phase 1 de collectible vers la phase 2 store of value, c'est-à-dire un moyen de garder sa richesse à travers le temps. C'est ça qui est en train de se passer en ce moment. Les gens sont en train de réaliser, comme avec l'exemple que je t'ai dit de la poudre noire, que pendant des centaines d'années, ils mangeaient ça en mode médicament et en vrai, ils pouvaient boum boum avec. Ben là, tout doucement, les gens sont en train de reconnaître Bitcoin avec sa rareté absolue, ils se disent ok, ça peut pas être débasé, il n'y aura jamais ce côté inflationnaire là-dedans, donc ça sera un moyen de garder sa richesse à travers le temps. Tout doucement, on rentre dans cette phase-là, et cette phase-là amène de nouveaux capitaux, bien plus imposants, c'est différents capitaux qui rentrent. Donc le capital de Bitcoin va augmenter énormément. Phase 3, c'est en fait un moyen de paiement. Quand Bitcoin devient un moyen de paiement, c'est-à-dire, en ce moment, tu peux déjà payer avec Bitcoin. Mais là, il y a une anecdote à dire, il y a quelques années en arrière, la première transaction de Bitcoin, c'était en fait une personne qui a acheté 2 pizzas pour 10 000 Bitcoins. Ok? Genre 2 pizzas pour 15 $, le gars il a mis, boum, 10 000 Bitcoins. C'est marrant, etc. Aujourd'hui, 10 000 Bitcoins, ça vaudrait quoi? 40 millions, 40 millions, 400 millions, quelque chose comme ça. Donc voilà, là on parle d'un coût d'opportunité. C'est-à-dire à l'époque, tu as dépensé 10 000 € pour 15 $ et aujourd'hui, ça représente des millions et des millions. Ça, c'est le coût d'opportunité. Plus on va évoluer dans les phases de monétisation, plus le coût d'opportunité sera réduit. C'est-à-dire qu'à la phase 3, au moment où ça devient intéressant d'utiliser Bitcoin comme moyen de paiement, ça sera une phase où à un moment où énormément de capitaux seront rentrés dans Bitcoin et ce sera des capitaux pas comme ce qui se passe en ce moment du trading, j'achète aujourd'hui, je vends demain pour sortir un bénéfice. Non, ça sera vraiment du long terme comme BlackRock, etc. Ils achètent pour du long terme, les nations vont acheter pour du long terme, c'est-à-dire ça sera de plus en plus une approche d'investissement très long terme de façon à ce que les capitaux se stabilisent. Donc la phase 3. Le prix de Bitcoin sera explosé et il deviendra de moins en moins volatile avec les phases parce que de plus en plus de gens reconnaissent Bitcoin pour ce qu'il est. Moyen de garder sa richesse à travers le temps, moyen de paiement anti-censure et blablabla, etc. Tout ce qu'on a parlé. Donc, et ensuite, la 4e phase, c'est la phase Unit of Account, c'est-à-dire le moment où les marchandises seront mises à prix par rapport à Bitcoin. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux aussi acheter des choses avec Bitcoin, mais par exemple, on va dire l'exemple d'un café chez Starbucks à 2-3 $. Il vaut 2-3 $, mais ce prix est ensuite converti en Bitcoin, comme un taux de change par rapport à la valeur actuelle en dollars. D'accord? Donc en fait,
le café, il est mis à prix en dollars. Et ensuite, avec le taux de change de 1 bitcoin, 40 000 $, hop, tu te dis, ok, ça vaut autant de Satoshi pour payer ton bitcoin. Mais à la phase 4, théoriquement, c'est la phase où il n'y aura plus les dollars, etc., où on va vraiment mettre cette mise à prix par rapport à Bitcoin, et ça sera peut-être ce qu'on a dit tout à l'heure, cette mise à prix par rapport à l'énergie dépensée en kilowatts par rapport au temps, tu vois. Donc là, on est encore au début. On est en train de quitter la première phase collectible pour entrer dans la deuxième phase store of value. Il est encore très tôt et c'est pour ça qu'il est encore très volatile. Okay. Ce prix va exploser vers le haut et se stabiliser vers le haut. À ce moment-là, ça sera plus opportun de dépenser Bitcoin pour pas avoir cette truc de le gars il a payé 10 000 Bitcoin pour 2 pizzas. Donc ça sera vraiment, le coût d'opportunité sera réduit et donc voilà, c'est ça en fait qui doit se passer. Il est encore très tôt et c'est pour ça qu'il est très volatile. Et tu avais demandé justement qu'est-ce qui fait que le Bitcoin prend de la valeur et perd de la valeur. Ça c'est comme tout, c'est l'offre et la demande. Quand quelqu'un achète, ça prend de la valeur et quand il y en a qui vendent, ça perd de la valeur. Donc aujourd'hui, par exemple, il y a des gros fonds d'investissement qui rentrent avec des gros sous, donc ça prend de la valeur. Derrière, il y en a des gens qui se disent « Oh putain, je me suis déjà fait une marge bénéficiaire, je vends maintenant, tu vois. » Et eux, ils trade, tu vois. Et eux, ils revendent. Et ça fait que le cours, il monte et il descend, tu vois. Mais objectivement, si on regarde, si tu rentres aujourd'hui dans le Bitcoin, tu vois, en fait, tu es juste en train de voir comment le taux il est en train de varier. Tu n'es pas en train de perdre de l'argent parce que tu as ton Bitcoin. Tu vois ce que je veux dire? Dans le monde de demain, ce sera une autre discussion. Tu vois ce que je veux dire? Une complète autre discussion. Je pense que il est encore très tôt. La volatilité, elle est encore là parce qu'il est encore tôt. Et au fil des années, tout ça va se stabiliser de façon à ce que ce soit plus opportun à utiliser Bitcoin. Ok. Maintenant, voilà, après tout ce qui s'est dit ici, je suis convaincu, par ce truc. Et je pense qu'on va passer à l'action pour voir ce qui va se passer. Mais là, je sais pas, j'aurais besoin d'un accompagnement quand même. Il y a pas mal de choses techniques là-dedans. Il faut, je sais pas. Je pense qu'on a besoin d'être accompagné. On va voir ça après. Alors, après qu'on a fini de filmer là, je vais t'accompagner comme ça, tu pourras acheter tes premiers et direct dans le cold wallet. Ce qu'il faut faire absolument pour ceux qui achètent Bitcoin, direct dans le cold wallet. Mais on va faire ça tout à l'heure, t'inquiète pas. Bon là, on est déjà pas mal de temps, quoi. 1h30. Il y a le staff qui me fait derrière le truc de la montre, donc je pense qu'on va s'arrêter maintenant. Mais donc voilà, c'était très intéressant la discussion, c'était sympa, donc je pense qu'on va garder ce format. Et bon, si jamais vous avez des questions dans les comments, n'hésitez pas, on va répondre. Si jamais vous avez des choses à quoi on n'a pas pensé, vous voulez compléter un peu les explications qu'on a faites, n'hésitez pas. On vous invite toujours à nous soutenir, à follow Halving, donc on est encore tout jeune. Soutenez-nous, on a besoin de force. Et donc voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc je te remercie Yannick d'être passé, tu avais des questions pertinentes. Merci David. Et merci à vous surtout. Ouais, merci à vous d'avoir regardé ça, pour ceux qui ont regardé. Donc à la prochaine, quoi. On se donne rendez-vous peut-être dans une semaine ou deux. On fait ça. C'est ça. C'est bon pour vous? Merci les gars. Ok, allez, ciao.